Salut à tous, bienvenue sur la face cachée. Je pense que le pire scénario possible maintenant pour l'Amérique, après avoir déclenché ce conflit, serait de ne pas aller jusqu'au bout et de ne pas atteindre ses objectifs. Ils ont dit très clairement, au départ, que ces objectifs étaient d'éliminer le programme nucléaire, d'éliminer les missiles capables de frapper les États-Unis, et en second lieu, d'avoir quelqu'un à la tête de l'Iran que Trump approuve. À l'heure actuelle, nous n'en sommes pas là. Donc ce serait assez difficile au Congrès si Trump décidait de tout arrêter maintenant. C'est ça le problème quand on vend une guerre comme une finale télévisée expéditive, le scénario peut s'épuiser bien avant les conséquences. L'un des premiers éléments qui ressort, c'est l'état du nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei. Le secrétaire américain à la défense Pete Hegseth a dit que les États-Unis croient qu'il est blessé, en soulignant le fait que sa première déclaration a été écrite plutôt que livrée en audio ou en vidéo. Hegseth a dit « We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. There was no voice. There was no video. It was a handwritten statement. Iran has plenty of cameras, plenty of voice recorders. Why was it a written statement? I think you know why. Je pense qu'il est assez probable que le nouveau guide suprême soit gravement blessé à un moment où il devrait chercher à créer l'unité à l'intérieur de l'Iran. La meilleure façon de le faire serait de se montrer. Mais il ne l'a pas fait. La question n'est pas vraiment de savoir s'il est blessé, mais à quel point. Nous ne savons même pas avec certitude s'il est encore en vie. Cela dit, je m'attends à ce que les Américains en sachent plus que n'importe qui d'autre. La guerre moderne s'accompagne désormais de son propre genre de briefing, où chaque absence de vidéo est traitée comme un tour de magie en conférence de presse, exécuté pour les caméras. Il est aussi assez clair que les Américains s'en prennent à l'ensemble de la direction iranienne. Très peu d'entre eux sont prêts à se montrer. Cela laisse penser que le renseignement américain et le renseignement israélien à l'intérieur de l'Iran sont probablement assez complets. Les Américains ont toujours dit clairement qu'ils voulaient avoir leur mot à dire sur la personne qui prendra le pouvoir en Iran. Le simple fait que le fils de l'ancien guide suprême prenne la relève est loin d'être idéal, parce que cela laisse encore le système fonctionner sur une base cléricale. Il existe, au moins en théorie, une alternative vaguement démocratique avec un président et un parlement élu, et je pense que la plupart des gens préféreraient les voir gouverner plutôt que ces clercs extrémistes. Washington semble toujours le plus sûr de lui quand il commence à discuter de qui devrait diriger le pays des autres, comme si un changement de régime n'était qu'une décision de ressources humaines retardée en comité. En même temps, une bonne partie de la conversation s'est éloignée de la question de savoir à quel point les États-Unis et Israël ont réellement réussi à frapper les capacités nucléaires de l'Iran et son programme d'enrichissement. C'était un point tellement central en juin dernier. Et c'était l'une des grandes raisons invoquées pour justifier une frappe contre l'Iran cette année. Pourtant, la discussion à ce sujet s'est estompée à mesure que tout le reste s'est aggravé. À mon avis, les Américains y restent très attentifs. Hegseth a dit dans ses récents briefings que le programme nucléaire demeure une cible des frappes américaines. Cela laisse entendre qu'ils sont assez convaincus qu'une certaine forme de programme existe toujours. Il semble aussi que l'Iran dispose encore d'une certaine quantité d'uranium enrichi qui, sans être utilisable actuellement comme ce que nous appellerions une arme nucléaire viable, pourrait certainement servir à répandre une contamination. Les éléments de langage peuvent changer, mais le danger, lui, ne disparaît pas poliment, simplement parce que la salle de briefing a trouvé un nouveau titre à la une. Cela m'amène à la question plus large qui m'inquiète de plus en plus, les armes chimiques et les risques plus vastes de contamination. L'Iran avait certainement un important programme d'armes chimiques pendant la guerre Iran-Irak de 1984 à 1988. L'Irak comme l'Iran ont utilisé des quantités massives d'armes chimiques et jusqu'à 200 000 soldats de chaque côté en ont été tués. C'était une guerre qui a été peu couverte, mais cet historique existe. D'après les recherches que j'ai faites et les personnes à qui j'ai parlé, je pense qu'il existe une réelle probabilité que l'Iran possède encore ces armes.
Un pays prêt à développer des armes nucléaires peut facilement considérer les armes chimiques comme un mal moindre. Il existe aussi des rumeurs complètement non étayées, selon lesquelles l'Iran aurait tenté d'acheter une forme quelconque de dispositif nucléaire à la Corée du Nord. Que ce soit vrai ou non, personne ne le sait vraiment. Mais quand je regarde le rôle de la Russie, cela devient encore plus inquiétant. Nous savons que les Russes fournissent beaucoup de renseignements pour aider l'Iran à frapper les États du Golfe et des bases américaines. Nous savons aussi, grâce à l'Ukraine, que la Russie utilise des armes chimiques à l'échelle industrielle. Et il ne s'agit pas seulement d'armes chimiques conventionnelles. La Russie a aussi attaqué des installations susceptibles de créer une contamination, y compris des installations chimiques et même potentiellement nucléaires. Nous avons vu des centrales nucléaires à Zaporizhia être attaquées. Sans vouloir déclencher toutes sortes de spéculations, je pense qu'il faut aussi prêter attention au fait que l'Iran a récemment attaqué des usines de dessalement sur la côte du Golfe. D'un point de vue militaire, c'est exactement le genre de cible qu'on peut s'attendre à voir l'Iran frapper parce que les États du Golfe dépendent absolument du dessalement. Mais ces installations contiennent aussi d'énormes quantités de produits chimiques toxiques, notamment du chlore. Si vous les frappez, vous créez immédiatement un danger. Le schéma de propagation de la contamination dans cette partie du monde tend à aller d'est en ouest. Donc si la côte des États du Golfe est touchée, cette contamination se déplace directement vers des zones très peuplées. Cela veut dire qu'il y a là un signal clair d'intention. Les Russes ont trouvé ce type de tactique extrêmement efficace, tout comme le président Assad. J'ai écrit à de nombreuses reprises que Assad est resté au pouvoir pendant 10 ans parce qu'il a utilisé des armes chimiques. Quand je mets tout cela ensemble, je pense qu'il faut prendre la chose au sérieux. À mesure que l'Iran devient plus désespéré, et alors que Hegseth et Trump laissent tous deux entendre que l'Iran est proche de l'effondrement, et peut être même de la reddition, le danger ne fait qu'augmenter. Quand vous avez des animaux acculés comme cela, vous devez partir du principe qu'ils peuvent faire pratiquement n'importe quoi pour survivre. Donc oui, je pense que nous devrions être inquiets et je pense que nous devrions nous préparer à l'utilisation possible de ce genre d'armes et à des scénarios de contamination. Je suis à peu près certain que les forces américaines et les autres forces dans la région sont bien équipées pour gérer cela sur le plan militaire. Pour ce qui est des civils, je m'attendrai aussi à ce que ces pays aient des plans d'urgence, mais le point essentiel demeure, si les choses tournent vraiment mal, ce sont exactement le genre d'armes auxquelles ils pourraient recourir. C'est ce qui arrive quand une rhétorique publique fanfaronne rencontre une véritable escalade. À la fin, le chlore se moque complètement de savoir qui a gagné la conférence de presse. C'est pourquoi je ne pense pas que la Russie ait besoin de fournir directement des armes chimiques à l'Iran. Je ne pense pas non plus qu'elle le ferait. Les agents chimiques que la Russie utilise en Ukraine sont souvent des agents anti-émeutes comme le gaz CS, et l'Iran en a presque certainement autant qu'il lui en faut déjà. Je ne suis même pas en train de dire que la voie la plus probable pour l'Iran serait d'utiliser précisément ce type d'agent. Je pense qu'il est plus probable qu'ils intensifient les frappes contre des installations dont la destruction crée des risques toxiques. J'ai vu ce genre de tactique de mes propres yeux quand je combattais avec les Peshmerga contre l'État islamique dans la région de 2015 à 2010 à 7. La mine et l'usine de soufre d'Al-Mishrak, au sud de Mossoul, ont été détruites, créant un danger terrible, blessant des milliers de personnes et en tuant beaucoup aussi. Il existe un précédent clair. Il y a aussi beaucoup d'installations industrielles à Abu Dhabi, moins à Dubaï, mais certainement à Doha, au Qatar, au Koweït et dans d'autres zones que l'Iran a attaquées. Donc je suppose que c'est la voie qu'ils emprunteraient. Ils peuvent obtenir du savoir-faire des Russes, mais je ne pense pas que la Russie soit sur le point de leur livrer des armes chimiques à proprement parler. Cela m'amène au tableau régional plus large, en particulier Israël et le Liban. Le ministre israélien de la Défense a averti qu'Israël pourrait élargir ses opérations militaires au Liban et pourrait s'emparer de territoires si les attaques du Hezbollah se poursuivent.
Israël a déjà mené de lourdes frappes aériennes sur Beyrouth, touchant plusieurs quartiers. Il s'agit d'une logique de représailles mutuelles, puisque le Hezbollah a aussi frappé Israël. Les États-Unis ne sont pas vraiment impliqués directement dans ce front libanais particulier, même si la campagne au sens large vise clairement à éradiquer les groupes soutenus par l'Iran. Quand je considère cela avec ce qui se passe en Iran, dans le détroit d'Ormuz, et avec le crash d'avion en Irak, je ne pense pas nécessairement que cela signifie que le conflit échappe totalement à tout contrôle. Israël est concentré sur le Hezbollah au Liban, et d'après tout ce que nous savons, les Américains n'y sont pas engagés directement. Le Hezbollah déstabilise la région depuis des années, donc je pense qu'Israël profite simplement de l'occasion qui se présente. Je ne suis pas convaincu que cela élargisse le conflit au-delà de la trajectoire qu'il suivait déjà. Quant au crash aérien militaire américain des dernières 24 heures, Pete Hegseth a dit, d'un ton plutôt désinvolte, que ce genre de choses arrive. Et franchement, il a probablement raison. Il semble que 2 avions ravitailleurs se soient heurtés en plein vol et que l'un s'en soit tiré beaucoup plus mal que l'autre. C'est une chose étrange parce que ce type d'opération dure depuis longtemps et que ce genre de manœuvre se fait constamment. Mais les accidents arrivent dans une guerre, ils sont extrêmement rares, mais ils arrivent. Je vois ce crash comme une question distincte des opérations israéliennes. Je pense qu'Israël profite simplement de l'occasion pour en faire le plus possible pendant que le combat contre l'Iran se poursuit. Cela dit, cela en dit long sur le ton de cette guerre quand ce genre de choses arrive et désormais présenté comme une explication stratégique complète, comme si les rapports de pertes n'étaient qu'un mauvais temps passager sur la route de campagne. Le crash de l'avion ravitailleur militaire américain en Irak, qui a tué 4 membres d'équipage pendant des opérations liées à la guerre contre l'Iran, compte aussi, d'une autre manière. L'armée américaine dit que le crash n'a pas été causé par des tirs ennemis, même si une milice soutenue par l'Iran en a revendiqué la responsabilité. La cause du crash reste incertaine. Il est encore très tôt, mais la revendication iranienne en elle-même n'a rien de surprenant. En fait, il aurait été plus surprenant qu'elle ne revendique rien. Toute personne ayant vu les images peut constater qu'un appareil semble avoir perdu une partie de sa dérive, vraisemblablement après avoir percuté l'autre. Si l'Iran soutient qu'une arme antiaérienne portative a arraché cette dérive, la plupart des gens verront bien que c'est absurde. Malgré tout, ce genre d'incident va probablement se produire plus souvent à mesure que le conflit se poursuit. L'opération en elle-même semble toujours avancer, mais le nombre de morts parmi les militaires est maintenant monté à 11, et cela accroît évidemment la pression sur l'administration Trump pour qu'elle explique ses objectifs et son calendrier. Dans des guerres comme celle-là, il y a des pertes de tous les côtés. Pour le moment, l'écrasante majorité des pertes sont iraniennes, mais il y a aussi eu des pertes parmi la coalition et parmi les Américains. La question politique, c'est de savoir si Trump commence à se lasser du conflit. Il y a probablement des signes qui vont dans ce sens. Il avait dit qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Il a aussi donné l'impression qu'il détruirait l'Iran en très peu de temps. Nous en sommes maintenant à la 2e semaine, et quand il a lancé cela il y a 2 semaines et prononcé son premier discours, rien ne laissait penser qu'il imaginait encore se battre 14 jours plus tard. Nous savons que Trump change rapidement d'avis et change souvent de cap. C'est précisément pour cela que je reviens au même point. Le pire résultat possible maintenant serait que l'Amérique s'arrête avant d'avoir atteint ses objectifs. Ces objectifs ont été clairement énoncés au départ: éliminer le programme nucléaire, éliminer les missiles capables de frapper les États-Unis et, au bout du compte, avoir quelqu'un en Iran que Trump approuve à la tête du pays. Nous n'en sommes pas là, et ce serait politiquement difficile si Trump décidait simplement de tout arrêter. La version du vendeur de la victoire est toujours plus rapide que la version de la réalité sur le champ de bataille. C'est aussi pour cela que le point soulevé par John Bolton compte autant. Il a dit que Trump semble croire qu'il peut se retirer de cette guerre, mais le simple fait de déclencher une guerre ne veut pas dire que l'on choisit le moment où elle se termine. Je ne pense pas qu'il puisse s'en aller, pas sans changement de régime, pas sans une sorte de nouvelle ère pour les Iraniens, pas sans anéantir le programme nucléaire et balistique.
et pas sans laisser derrière lui un effet de choc majeur à travers les États du Golfe et Israël. Bolton a touché un point sensible. Si Trump s'en va avant que ce soit terminé, je pense que cela créera encore plus de turbulences, autant pour lui que pour les États-Unis. Nous le voyons déjà avec la situation pétrolière et dans le détroit d'Ormuz. Mon instinct, c'est que Trump simplifie excessivement ces questions et qu'il n'écoute peu, être pas, ses conseillers militaires avec suffisamment d'attention. Commencer une guerre en promettant qu'on pourra partir quand on veut, c'est la version politique étrangère d'entrer dans un casino en appelant ça de la discipline budgétaire. Je suis certain qu'il y a beaucoup de gens au Pentagone qui donnent des conseils. La vraie question, c'est de savoir s'ils les écoutent. Trop souvent, on a l'impression que non. Quelqu'un comme Pete Hegseth semble beaucoup plus proche politiquement de Trump que plusieurs des vrais conseillers. Hegseth a brièvement servi dans l'armée à un grade peu élevé, mais je ne crois pas qu'il possède l'expertise détaillée nécessaire pour proposer des options stratégiques militaires à ce niveau. C'est, à mes yeux, une partie du problème. Trump semble s'imaginer comme une sorte de Napoléon, un politicien qui serait aussi un grand soldat. Malheureusement, ce n'est probablement pas le cas, et il ferait bien mieux d'écouter de vrais conseillers militaires plutôt que des conseillers politiques alors qu'il mène une guerre d'une telle ampleur. Le mouvement aime célébrer la force, mais trop souvent, il traite l'expertise comme une nuisance qui gâche la séance photo. Ce problème est particulièrement visible dans le détroit d'Ormuz. Hegseth a insisté lors d'une conférence de presse sur le fait qu'ils étaient prêts à ce qui se passerait là-bas, y compris la présence navale et la possibilité d'escorter les navires hors du détroit et à l'abri du danger. Mais quand je regarde la réaction de Trump lui-même, l'impression que j'ai, c'est que l'administration s'attendait à quelque chose de beaucoup plus simple. On a l'impression qu'il croyait pouvoir tuer le guide suprême, voir tout le château de cartes s'effondrer, puis se retirer. Je pense que c'était probablement l'hypothèse de départ. Si on regarde les événements à travers les yeux de Trump ou à travers le prisme de la Maison-Blanche, cela pouvait même sembler plausible à cause de toutes les manifestations que nous avons vues en Iran. Mais dans un pays dirigé d'une main aussi serrée par des clercs depuis 40 ans, avec une police secrète intégrée à toute la société, ce genre de système ne s'effondre pas simplement parce que la figure au sommet est supprimée. Quand il est question du détroit d'Ormuz, tous les planificateurs à qui j'ai parlé dans la région le considèrent comme un terrain vital absolument critique. En termes militaires, un terrain vital est un terrain qu'il faut dominer. Si vous ne le dominez pas, vous ne pouvez pas gagner la guerre. Et c'est exactement ce qu'est le détroit d'Ormuz. C'est pourquoi de nombreux commentateurs militaires, moi y compris, avons été stupéfaits et sidérés que l'Amérique n'ait pas effectivement verrouillé le détroit d'entrée de jeu. Cette étroite bande d'eau d'environ 20 000 domine absolument le conflit en ce moment. Apparemment, la théorie voulait que la géographie s'effondre elle aussi après le discours, ce qui reste une forme d'optimisme remarquable, même selon les standards de la Maison-Blanche. C'est ce qui donne à la situation actuelle un aspect aussi réactif. S'ils avaient réellement été prêts à ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz, il y aurait probablement eu dès le départ une présence navale plus importante, une planification plus précoce pour l'évacuation des navires et une emprise opérationnelle beaucoup plus claire. Bien sûr, personne ne peut se préparer entièrement à une flambée des prix du pétrole, mais cet effet d'entraînement plus large donne l'impression qu'ils rattrapent les événements et qu'ils font du surplace plutôt qu'ils n'exécutent un plan déjà prêt. Je pense que cela ramène encore à la même hypothèse erronée. Ils pensaient que le château de cartes s'écroulerait et qu'ils n'auraient donc pas réellement à faire le travail difficile de contrôler le détroit. Maintenant, il est évident qu'ils sont en train de courir derrière la situation. Trump continue de dire qu'ils vont régler le problème du détroit d'Ormuz, mais clairement ce n'est pas le cas. Nous savons que les navires indiens et chinois peuvent encore entrer et sortir alors que plusieurs autres ne le peuvent pas. Vu la puissance militaire et navale des États-Unis dans la région, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils puissent régler cela beaucoup plus vite. Au lieu de cela, il semble de plus en plus qu'ils aient sous-estimé à quel point le contrôle du détroit d'Ormuz deviendrait central. En ce moment, c'est leur plus grand casse-tête.
il est difficile de projeter une image de maîtrise de la carte quand la carte refuse obstinément de coopérer avec le slogan. Un autre casse-tête, ce sont les munitions. Le Financial Times rapporte que l'armée américaine a déjà utilisé une large part de stocks de munitions censés durer des années, même dans cette phase précoce du conflit. Cela comprend des missiles de croisière Tomahawk, des intercepteurs de défense aérienne Patriot et des intercepteurs THAAD. Le Pentagone pourrait avoir besoin de dizaines de milliards de dollars pour reconstituer ses stocks. Cela me paraît plausible dans la mesure où ils ont clairement dépensé énormément de munitions. Je pense que la plupart des gens seraient surpris de voir à quel point les Américains en ont réellement. Donc je ne crois pas qu'ils soient sur le point d'en manquer à très court terme, mais lorsqu'il s'agit des missiles de défense aérienne en particulier, cela peut devenir un problème plus sérieux. L'ampleur de la guerre par drone est quelque chose que, avant la guerre en Ukraine, la plupart des planificateurs n'avaient pas pleinement anticipé. Il pourrait donc réellement y avoir une pression sur les stocks de défense aérienne. Cela dit, l'enjeu principal n'est pas de savoir si reconstituer ces stocks coûtera cher. Bien sûr que oui. Cela va coûter des billions de dollars aux Américains avec le temps. L'enjeu principal, c'est que la pire chose qu'ils puissent faire maintenant serait de se retirer avant que le travail soit terminé. Si les préoccupations liées aux munitions commencent à orienter la prise de décision, cela doit être géré avec une extrême prudence, parce que partir avant d'avoir atteint les objectifs serait désastreux. Mon impression demeure que les Américains ont encore suffisamment de missiles et de bombes pour continuer au moins quelques semaines de plus. Rien ne dit planification stratégique rigoureuse comme découvrir en plein milieu du combat que la facture arrive plus vite que les fanfaronnades. Ensuite, il y a la question des sanctions qui révèle un autre niveau d'incohérence stratégique. Les États-Unis ont officiellement allégé cette semaine les sanctions sur le pétrole russe, alors même que la guerre avec l'Iran continue de perturber l'approvisionnement pétrolier mondial. Environ 20% du pétrole mondial passe par le détroit d'Ormuz. Sam Stein, de The Bulwark, l'a résumé d'une manière brutalement simple. L'Ukraine aide les États-Unis face aux drones iraniens en raison de la guerre que les États-Unis ont déclenchée contre l'Iran. Les États-Unis allègent les sanctions contre la Russie à cause des conséquences de cette même guerre sur le marché pétrolier. La Russie aide l'Iran avec de l'aide médicale et du renseignement dans cette même guerre. Et Trump reste frustré contre l'Ukraine parce qu'elle est toujours en guerre avec la Russie. Ce résumé me paraît déprimant de justesse. Aucun autre pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, aucun autre pays occidental n'a allégé ses sanctions sur le pétrole russe. À ma connaissance, la Chine, la Turquie et la Hongrie en achètent peu, être encore, même si je peux me tromper sur la liste complète, mais le point général demeure, les États-Unis ont allégé les sanctions sur le pétrole russe. Et quand je me demande ce qui nous échappe ici, j'en reviens à la même conclusion, c'est probablement aussi simple que cela. Cela montre, une fois de plus, que c'est Poutine qui donne le ton. Cela doit être un moment extraordinaire pour lui. Non seulement les sanctions sur son pétrole sont levées par les Américains, mais en plus ce même pétrole vaut maintenant presque 3 fois plus qu'il y a seulement quelques semaines. On dit que Poutine pourrait encaisser 150 millions de dollars supplémentaires par jour grâce à cela. C'est une décision stupéfiante. Cela ressemble moins à une stratégie militaire qu'à une entente d'affaires. Trump avait bien d'autres options. Il aurait pu rouvrir le détroit d'Ormuz et réduire le problème à la source. Au lieu de cela, il apaise encore Poutine et cela laisse un goût très amer. Le Royaume-Uni et le reste de l'Europe, heureusement, ne l'ont pas suivi sur ce terrain et ont maintenu des sanctions fermes contre la Russie. Ce qui rend la chose encore pire, c'est que les Ukrainiens aident les Américains sur la défense aérienne et les drones pendant tout ce temps. Pour Zelensky et Kiev, c'est un véritable coup de pied dans les dents. La doctrine semble être que chaque crise peut se régler en déplaçant l'argent dans une autre direction, puis en appelant cela du levier. La réponse de Kirill Dmitriev n'a fait que renforcer cette impression. Il a dit que les États-Unis commencent à comprendre l'importance du pétrole russe et que des projets prometteurs sont en discussion pour contribuer à restaurer les relations américano-russes. Cela dit tout. Des affaires
Pendant ce temps, Antonio Costa, président du Conseil européen, a averti que la décision unilatérale des États-Unis de lever les sanctions sur les exportations de pétrole russe est très préoccupante parce qu'elle touche à la sécurité européenne. Il a soutenu que accroître la pression économique sur la Russie est décisif s'il doit y avoir une négociation sérieuse pour une paix juste et durable, et que l'affaiblissement des sanctions donne à la Russie davantage de ressources pour poursuivre sa guerre d'agression contre l'Ukraine. C'est exactement cela. La position devient donc absurdement claire. Les prix du pétrole montent en flèche, et la réponse des États-Unis consiste à permettre au pays de se tourner vers la Russie pour s'approvisionner, ce qui pourrait mettre environ 8 milliards de dollars de plus dans les poches de Poutine pour poursuivre la guerre en Ukraine. Les États-Unis tentent de justifier cela en affirmant que cela n'augmentera pas sensiblement les revenus globaux de la Russie parce que le pétrole avait déjà été acheté et qu'une bonne partie des taxes avaient déjà été perçues. Mais ces taxes vont à l'État russe, et cela veut dire qu'elles vont à Poutine. Même s'il existe une certaine vérité technique dans cet argument comptable, l'enjeu plus large, c'est le message envoyé. Et ce message est désastreux. C'est une opération de communication impressionnante, financer le problème, nier l'optique, puis espérer que les auteurs de manchettes soient trop épuisés pour suivre. À un moment où l'on est censé chercher à obtenir une paix juste pour l'Ukraine, Trump demande du soutien pour sa lutte contre l'Iran, tout en attachant simultanément les mains de tout le monde dans le dos. Ce sont des enjeux géostratégiques extraordinairement complexes, et ils ne sont ni binaires, ni simples. Pourtant, c'est exactement ainsi que le président américain semble les aborder. Pour ceux d'entre nous qui sommes en Europe, cela souligne quelque chose que nous devrions déjà comprendre. L'Ukraine est notre problème et nous devons nous en occuper nous-mêmes. Si nous restons assis à attendre que Trump surgisse pour sauver la situation, nous risquons d'attendre très longtemps. C'est malheureux, mais c'est aussi clarifiant. Nous ne pouvons pas perdre de vue l'Ukraine parce que pour l'Europe et pour la sécurité européenne, la guerre en Ukraine compte encore plus directement que ce qui se passe en ce moment en Iran et au Moyen-Orient. Si Trump veut s'occuper de l'Iran, alors l'Europe doit s'occuper sérieusement de l'Europe et de l'Ukraine. La marque adore les entrées dramatiques, mais les alliances ont généralement besoin de quelque chose de moins théâtral et de plus fiable. Enfin, il y a la question de la diversion. Un message circule à répétition depuis plusieurs jours disant que, à ce rythme, l'administration Trump finira par publier les dossiers Epstein complets et non caviardés afin de détourner l'attention de la guerre contre l'Iran. Le simple fait que les gens disent cela raconte déjà quelque chose. J'ai vu ce message et j'ai aussi vu des manifestants en Iran brandir des pancartes laissant entendre que la guerre sert en partie à détourner l'attention de l'affaire Epstein. Donc, si le rapport Epstein devait soudainement être publié intégralement par le gouvernement américain, cela paraîtrait extrêmement étrange. D'autant plus que cela pourrait laisser entendre qu'il y a, dans cette affaire, des questions auxquelles Trump lui-même devrait répondre. Quand une présidence devient à ce point dépendante du spectacle, même la publication d'un document commence à ressembler moins à de la transparence qu'à un éclairage de scène. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. La Face Cachée vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.